Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix. Comme toujours, la radio des Sans-Voix vous donne rendez-vous pour promouvoir une Algérie où tous seront libres de parler et de croire, libérés tant de la tyrannie, de la terreur et de l'oppression. Cette semaine, pour un nouvel épisode de Collectif pour la vérité, nous avons décidé de discuter, bien évidemment, du mouvement de soulèvement populaire du 22 février, du Hirak ou de la révolution du sourire et de l'espoir, comme il est souvent appelé. Afin de nous aider à comprendre le mouvement de la perspective des artistes algériens, nous avons la chance de profiter aujourd'hui de l'expérience d'une scénariste et actrice algérienne qui, en bonus, n'a pas raté un seul vendredi du Hirak. Vous la connaissez sûrement pour son rôle dans ses nombreux courts-métrages, pièces de théâtre et films. Films comme Le Repentir, dans lequel elle a joué le rôle de Jamila. Ou alors, vous la connaissez pour les débats citoyens qu'elle a initiés et anime devant le Théâtre national algérien, ou même pour son militantisme avec le CRAC, le collectif pour un renouveau algérien du cinéma. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, de Adila Bendimerad, que Radio des Sans-Voix a la chance de recevoir cette semaine. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Adila Bendimerad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci par le fait même pour votre engagement et votre militantisme pour créer une Algérie meilleure. Oui, on peut bien signer. Je vous propose de commencer en essayant de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à prendre part au mouvement de contestation du 22 février ? Alors, je pense que j'ai pas vraiment eu besoin de motivation. C'est venu assez naturellement puisque déjà en 2011, on était sortis manifester après les émeutes des jeunes, justement. Et c'était beaucoup des gens du cinéma, des auteurs, des gens du théâtre. D'ailleurs, il y avait même à Batna, les premiers qui étaient sortis, c'était ceux du théâtre de Batna, je m'en souviens. Et donc, on était... Bon, à l'époque, on préparait nos courts-métrages, je crois, même. Enfin, tout ça, il s'est passé tellement de choses depuis. Et donc, on avait manifesté à la place de la liberté de la presse. C'était avant les grandes manifestations qui se passaient le samedi au 1er mai. Et donc, on a toujours... beaucoup de gens du cinéma aussi ont participé avec Balaket, par exemple, en 2014, où ont soutenu énormément. Moi, à l'époque, j'étais absente, j'étais en tournage au Liban, et je faisais tout dans les réseaux sociaux pour essayer d'encourager... en tout cas, je pense que ça a été une suite tout à fait naturelle et à partir du 22 février, c'est comme si les choses devenaient normales et se remettaient à leur place finalement. Parce que l'artiste, il a été beaucoup confronté à la censure, même si elle n'est pas officielle, elle a été très vicieuse. Il a frappé aussi par l'injustice comment, c'est-à-dire... comme si, quand des voix particulières se levaient pour raconter les histoires librement et à leur façon, il y avait toujours un contrôle, une mainmise sur le récit. Pas de liberté de raconter, par exemple, l'histoire, tarikh, je veux dire, avec un grand H, de notre point de vue, avec notre sensibilité. Donc, il y avait une mainmise sur le récit du FLN. Oui. Donc tout se passe bien le 22 février, ça a été un peu plus naturel. On était sortis à 9h du matin avec des gens justement du théâtre, du cinéma. On a pris un café en attendant en se disant bon, nous on était prêts à 9h, on était sur place. Et puis je le vois bien aussi, tous les vendredis je me croise, j'ai l'impression que je vois toutes les équipes de tournage, techniciens, artistes, dans la rue, parce que bon, vous savez, pour faire des films, il y a beaucoup de gens derrière un film. Il n'y a pas que les gens apparents qu'on connaît, les stars et tout ça. Donc, toutes nos équipes, je les vois, ils sont dans la rue. C'est rassurant au bout du compte de voir que cette fois-ci, cette année, le soulèvement a touché toute la population algérienne et pas juste une petite tranche comme c'était dans les années précédentes. Oui, c'est-à-dire que oui, ça fait du bien et on se dit... qu'on n'a pas fait ça pour rien et que de toute façon un peuple ne dort jamais quoi. Il n'est pas en train de dormir. Donc l'injustice, l'inégalité, le manque de liberté, ça ne peut pas se pérenniser parce que c'est contre la nature et contre la vie d'un peuple, d'une population, d'un corps social.
Puis l'Algérie était rentrée dans une ambiance très mortifère, avec un président mourant, un système mourant, qui coupe tous les élans de vie, en fait, en gros. Tout à fait. Qui décourage, Aucun espoir pour la nouvelle jeunesse. Voilà, donc je pense que la nature a repris ses droits. Oui, tout à fait. Continuons avec la censure que vous avez abordée. Quelles oppressions ou censures les scènes cinématographiques ont-elles connues sous le régime de Bouteflika? En fait, à l'époque de Khalida Toumi, c'était très dur parce que, moi je n'oublie pas l'époque de Khalida Toumi parce que j'étais jeune et j'avais beaucoup d'envie. Et je pense qu'on a tellement galéré et perdu beaucoup de temps à cause de cette période. C'était une époque où le ministère, c'était un peu, c'était les grands projets. Alors sûrement, ils ont dû faire des choses très bien. Mais en tout cas, il y avait une porte fermée aux jeunes cinéastes qui voulaient faire des courts-métrages. Nous, par exemple, moi, en tout cas, pour moi, ça a été très dur. Notamment quand j'avais produit à l'époque le film de Karim Moussaoui, qui après a eu une carrière à l'international hyper intéressante et même nationale. Je veux dire, il a été aimé. À l'époque, j'avais produit Karim. Mais ce n'est qu'un exemple, hein. Ça c'est pour parler de ce que moi j'ai vécu. Et c'était, comment vous dire, c'est-à-dire qu'on avait toujours des refus pour les financements, ça a été, à part quelques exceptions, parce qu'ils les avaient à la bonne, ça se passait bien entre eux, comme ça. Mais il y a toujours eu de la... Est-ce qu'il y avait un contrôle sur les scénarios, par exemple? C'est-à-dire qu'avant, à cette époque-là, on ne s'était pas déclaré, on ne donnait pas l'argent, c'était le nerf de la guerre. On n'a pas essayé ni d'écouter ni d'encourager. Quand on est dans un pays où il n'y a pas de création cinématographique, on ne passe pas notre temps à dilapider l'argent, et à l'époque, il y avait de l'argent. Oui. Dilapider de l'argent pour la commande, pour les trucs contrôlés, et l'argent est parti dans le vent, parce qu'on est là pour mettre de l'argent dans les œuvres d'art. La commande et les films de propagande, ça ne peut pas être des œuvres d'art. Donc les œuvres d'art qui ont... qui ont honoré la culture algérienne, qui font, je pense, le vrai patrimoine culturel algérien, étaient toujours exclus. Moi, je me rappelle quand on avait été sélectionné à Cannes avec Mirza Khalwash, quand même, pour le repenti, ça faisait longtemps que l'Algérie n'était pas là, mais on nous faisait la gueule. On ne voulait pas parler de nous, alors que l'Algérie, c'était la première année où elle avait un stand à Cannes, et c'était là où il fallait valoriser sa culture. Donc il y a eu, moi je pense que c'était pas un manque de savoir-faire. Moi je pense qu'il y a eu un sabotage, une envie d'étouffer dans l'œuf les créateurs indépendants et qui ont des choses à dire. Tout à fait, oui. Voilà, donc on a préféré les sages, et ça a fait beaucoup de mal à une génération. Moi ça par contre je le pardonne pas. C'est une époque que je pardonne pas. Et puis il y a eu en 2011 ou en 2012 des lois hyper liberticides, à l'époque de Khalida Toumi encore. Parce que oui, il y a Bouteflika, mais pas de Bouteflika. Il y a aussi ceux qui ont décidé d'instaurer et de bien mettre en place ce régime autoritaire et de mainmise et de contrôle. Il y a eu cette loi très liberticide sur... c'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, c'est limité par les âges, ça a été vraiment la loi qui permettait de bloquer des films. Ça n'a pas été appliqué jusqu'au jour où il y a eu vote off et où il y a eu fragment de rêve. Donc vote off de Faisal Hammoum et fragment de rêve de Beya Belchir Fogo. Vote off filmé la campagne présidentielle de Bouteflika en 2014, donc c'était burlesque, voilà. Et Beya filmé les militants. Donc du stade, les médecins, les chômeurs, différentes personnes comme ça qu'elle suivait, et donc ça a été censuré. Depuis le 22 février, alors ensuite il y a eu Mehoubi, qui a été un peu plus diplomate, mais bon, toujours qui a pas non plus, on va pas du tout le féliciter non plus, mais parce qu'il a pas, c'est pas un héros. Mais il a marché sur des œufs parce que nous on s'est beaucoup plus affirmé, nos films se sont faits. Donc il a tenté, bien sûr, de nous écarter, et on s'est battu. Là, on était un peu moins jeunes, on n'avait plus 20 ans, on avait déjà la trentaine et certains plus. Et donc on a dit non mais stop. Donc on s'est battu pour arracher. Et il y a eu aussi des gens à l'intérieur du ministère qui nous ont aidés, parce qu'ils étaient là, ils ont vu que c'était pas juste tout ça, quoi.
Donc, il n'y a pas eu de la part du ministère, avec tous les moyens qu'il a eu, une vraie envie d'encourager des films indépendants. Voilà, oui. les films en dehors des films de propagande qui servent le régime. Qui ça a étaient été commandés. toujours un peu, fallait dealer cet espace. Mais bon, à la limite, voilà, c'est comme ça. Quand on est sous un régime autoritaire, il faut se battre pour... Et donc, voilà, depuis... Mehroubi a fait aussi quelque chose de terrible. Ça, il a mis aussi à la tête, juste avant le 22 février, il avait mis à la tête de la cinémathèque Selim Agar, qui est quelqu'un qui a eu beaucoup la parole dans la radio, dans la presse, et qui était un peu là pour descendre justement. Et vraiment, il a été tellement contre la création du cinéma. Il n'a fait qu'encourager la propagande. Vraiment, c'était un suppôt du régime. Et là, quand on l'a mis à la tête de la cinémathèque, ça a été un vrai sacrilège pour les gens du cinéma. Parce que ceux qui nous insultent se retrouvent à des postes aussi importants. Et ce même Selim Agar, comme d'autres, était dans la commission de censure. Alors qu'à l'époque même de Boumedienne, le seul endroit où il n'y avait pas de censure, c'était à l'époque du parti unique, c'était la cinémathèque. Et là, on met un censeur à la tête de la cinémathèque. Bon, et puis Simienne, qui était avant, c'était pas mieux, hein, c'était la mort, c'était terrible. Ouais. Je veux dire, c'était terrible, l'ancien directeur aussi. Donc lui aussi, il faut aussi rappeler ce qu'ont fait ces gens, c'est important. Et depuis, on a quand même projeté les films. Il n'y avait que de la régression. Alors vous avez l'impression, au niveau censure. C'est-à-dire, c'était plus possible. Et donc, il y a eu le 22 février et ces mêmes films censurés sont passés. C'est l'association Projecteur et la Cinémathèque de Béjaïa qui, en premier, ont passé les films. Et du coup, il y a eu un forcing aussi pour passer les films à Alger. Et puis là, personne ne pouvait rien dire. Parce que c'est quelque part le peuple qui a libéré le cinéma aussi. Hein. Voilà. C'est génial. Plusieurs des films justement dans lesquels vous jouez abordent des problèmes sociaux ou politiques que vit l'Algérie. Pensons à Qindil El Bahr qui aborde la violence faite aux femmes, Les Terrasses qui aborde entre autres la consommation de drogue chez les jeunes et Le Repenti qui aborde les victimes du terrorisme. Quel lien peut-il y avoir entre l'art et la révolution et le changement social selon vous ? À mon avis, dans tous les films que vous avez cités, celui qui a un lien direct avec le 22 février, c'est Normal, de Mirza Kamash. Oui. Et vous jouez un peu votre propre rôle présentement. C'est un petit peu, oui, c'est une espèce de mise en abîme assez incroyable. Oui. Et là, ça parlait du mouvement du soulèvement en 2011. Après, Qindil, c'est pas pareil, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est mon écriture. Dans les autres films, je suis actrice, je suis interprète, donc j'anime une œuvre. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que quand je reçois un scénario, je le lis. Voilà. Et si j'ai l'impression que c'est pas réel, que c'est pas du réalisme forcément, mais si je sens que c'est pas connecté avec ce qui m'anime, et c'est pas forcément que la politique, c'est aussi la poétique, mais si ça n'a pas un lien avec... Si c'est pas connecté, si c'est déconnecté, je n'accepte pas les rôles. Ce que j'appelle déconnecté, c'est la propagande, par exemple. C'est la propagande consiste parfois à réviser l'histoire, à faire des symboles de personnages, comme si ces personnages étaient des discours politiques de propagande. Ça sert aussi à asexuer les gens. Voilà, c'est des gens comme ça, c'est des figures, c'est comme des statues. Et on n'est pas des statues figées. Moi, mon lien, il est dans la connexion au rythme de la vie de la société algérienne. De la société, du monde, voilà, du monde. C'est connecté à ce rythme-là, à ce battement. Pour vous, c'est important que vos films aient un message. Un impact. Qu'il soit dans le flow. Encore une fois, c'est une question de rythme. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais qu'il ne soit pas superficiel, qu'il ne soit pas à contre-courant de ce flow de la vie. C'est-à-dire, et puis je ne peux pas, en tant qu'actrice, interpréter des rôles auxquels je ne crois pas. Il faut qu'à un moment, il soit de chair et de sang et de tout. Donc, faire la statue, c'est pas mon travail en fait. Voilà. C'est important pour vous que les gens qui regardent vos films puissent s'identifier aux personnages au bout du compte. Oui, puisque moi j'y crois. Si j'y crois pas,
Je peux pas. Si j'y crois pas, je peux pas. Mhm. Après, on peut ne pas y croire, on peut faire plein de choses. Mais moi, j'appelle ça faire le singe. C'est faire les grimaces, quoi. Mhm. Moi, je suis pas actrice pour faire des grimaces et des préfabriqués. Je suis là pour sortir quelque chose auquel je crois, ouais, Oui. ou que je ressens. Oui, et ça a beaucoup d'impact sur la qualité du jeu qu'on fait aussi, quand on se sent connecté au personnage. Oui, après ça, je sais pas, mais j'ai pas ce recul-là parce que je ne me vois pas. Mhm. Je le vis, voilà. Mhm. Enfin, voilà, en fait, si j'y crois pas, je ne pourrais pas le vivre, tout Mhm. simplement. En tout cas, j'essaye de le vivre. Alors, des fois, j'y arrive, des fois pas. Passons au débat citoyen derrière lesquels vous avez été l'origine. C'est une nouvelle tradition dans les rues d'Alger. Comment cette initiative contribue-t-elle au soulèvement populaire ? Je m'en rends pas bien compte, mais bon, je vois que... Mais vous marquez l'histoire. Non, mais c'est vrai que... comment dire ? Moi, au départ, c'était faire un... Moi, déjà, j'étais très inquiète et je voulais faire une réunion entre artistes pour discuter parce que j'avais besoin d'entendre des gens parler pour comprendre. C'était le 3 mars, je crois, le matin, et je me disais, mais... Parce que naïvement, j'ai pensé que tout allait se régler, comme on était sortis tellement nombreux, que tout allait se régler à la deuxième marche. Plus rapidement, oui. Non, mais je sais pas ce que j'ai cru, mais on croyait des choses comme ça. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus long, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet à la société de se réorganiser, d'apprendre à se connaître, de tisser des liens. Mais en sortant, en appelant mes amis, et notamment Wassila Tanjali, je me dis, mais il faut qu'on se réunisse, j'ai besoin de parler aux artistes, j'ai besoin d'avoir des points de vue, parce que je suis un peu perdue. Je dis, mais écoute, t'as l'habitude de faire du théâtre de rue, bah, vous faites un débat dans la rue, c'est ça maintenant, il faut reprendre l'espace. Je dis, mais complètement, mais pourquoi est-ce qu'on va encore s'enfermer dans des endroits clandestins pour faire des réunions clandestines et tout ça. Donc j'avais d'abord appelé les artistes et les citoyens, bien sûr, c'était pas fermé, c'est jamais fermé. Mais je tenais vraiment à ce qu'il y ait les artistes qui prennent cet espace-là. Et on s'est mis à côté du TNA parce que symboliquement, il doit nous protéger normalement ce théâtre. Et c'est ce que je pense que c'est ce qu'il a fait. Et alors au départ, c'était beaucoup les artistes qui ont pris la parole en premier, notamment les gens du CRAC que je salue, du collectif pour le Nouveau Algérien du cinéma. Toute l'équipe du CRAC est beaucoup intervenue parce que nous avons l'habitude, nous en tant qu'artistes, de travailler le débat, de prendre la parole. Et petit à petit, ça a un peu désinhibé les citoyens et les gens ont commencé petit à petit à parler. Au final, des passants se sont joints à la conversation, voilà. en fait. Et au fur et à mesure, moi je pensais qu'on allait faire 1, 2, 3, et puis il y a eu des fois où en commençant il y avait très peu de monde, je me dis bon bah ça va être le dernier, puis on s'est retrouvé à 300, on s'est retrouvé à 200, et après ça a pris, je sais pas, ça a pris quoi. Ampleur, oui. Ça a pris une plus grande ampleur, j'ai commencé à petit à voir que les vidéos étaient vues parfois 700 000 fois dans une seule chaîne, donc dans les autres chaînes ça devait... Donc c'est devenu... Et du coup, j'ai commencé à recruter des gens sur place, des militants, des étudiants, pour dire, bah, en fait, maintenant, il faut qu'on soit plus nombreux à animer, il faut qu'on alterne, ça ne peut pas être que moi, parce que c'est pas intéressant. Et donc, l'équipe grossit, et puis il y a des habitués, mais il y a toujours des nouveaux. Il y a des militants, il y a des citoyens... Et puis à un moment, il y avait aussi tous ces citoyens des quartiers environnants qui disaient « Ouais, mais nous, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, je ne comprends pas pourquoi... » Alors, on a commencé à ramener des profs de fac. On a commencé par la politologue, Louisa Hamadouche, qui avait expliqué la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qu'une transition, comment... Et les gens avaient adoré. Et donc maintenant, on a des invités qui parlent pendant 15-20 minutes et ensuite les gens leur posent des questions et ensuite on passe à la prise de parole. Alors, on essaie vraiment de permettre la prise de parole. Alors, il y a les habitués, mais on essaie constamment d'encourager les nouveaux venus à prendre la parole. Et est-ce qu'il y a un temps à chaque semaine, il y a un moment à chaque semaine où il y a ces débats ou... C'est tous les lundis à 17h et pendant l'Anden, c'était à 22h. Donc hier, par exemple, il y a eu un débat. C'était la première fois que je participais pas parce que j'avais un travail. Et c'était l'équipe qui a tout très bien repris. Enfin là, voilà, on est plusieurs à prendre soin de ce débat et à essayer de le pérenniser. C'est une très belle initiative. Est-ce que vous avez déjà senti qu'il y avait une appréhension parce que vous êtes une femme
et que c'était vous qui preniez la parole et l'initiative? Non, j'ai pas senti ça. Bon, je sens, oui, des fois, il y a des hommes qui baissent le regard parce qu'ils osent pas trop, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir une femme. Mais comme j'ai fait du théâtre de rue, je pense qu'il y a aussi... c'est pas que... La glace parce que j'ai fait plus du... brisée. Oui, c'est pas parce que j'ai fait que du théâtre de rue, mais il y a aussi, on voit bien, des militantes qui prennent la parole. Et quand le corps et la voix sont en place... et qui sont... Enfin, moi, j'y réfléchis pas. C'est vrai que je me suis beaucoup décomplexée avec l'âge, parce que plus jeune, on sent beaucoup les regards. Et on ne va pas dire qu'il n'y a pas de regards dans notre pays. Il y a beaucoup de regards sur les femmes. Alors, des regards un peu inquiétants, mais des regards aussi, parce que des fois, les gens sont contents de voir des femmes. Et voilà, ils sont juste contents. Mais il y a en tout cas ce truc qui n'est pas encore normal, et qui est un peu compliqué pour les femmes, beaucoup. Mais moi, je ne l'ai pas senti. Vraiment, j'ai senti au contraire beaucoup de respect. Par contre, avant l'Omdan, il y avait beaucoup de femmes qui venaient au débat. Et pendant l'Omdan, comme c'était la nuit, il y avait moins de femmes. Et je trouve que les hommes, quand il y a des femmes, se tiennent mieux, font plus attention à l'aspect démocratique. Alors que quand je me suis retrouvée Fomdan, des fois j'étais la seule à la fin du débat, j'étais la seule femme, il n'y avait que des hommes. Alors vraiment, ils font moins attention aux gestes démocratiques, ils se coupent la parole, ça chauffe très vite. Donc bon, la mixité, c'est quelque chose de très important, et pour la démocratie, et pour la paix, en fait, je pense. Tout à fait. Continuons sur cet aspect de la place des femmes dans le Hirak. Durant les marches du vendredi, des agressions contre les femmes qui brandissaient des pancartes avec des slogans féministes ont été recensées et dénoncées. Que diriez-vous aux Algériens qui croient que les revendications féministes n'ont pas leur place dans la rue? Déjà, pour beaucoup d'Algériens, et même des gens éduqués qui s'intéressent à plein de choses, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire le féminisme. Il faut arrêter de délirer. Il y a une hallucination beaucoup de préjugés. Non, mais c'est une hallucination collective. Alors, les féministes, c'est les femmes qui veulent se mettre à poil et courir dans la rue. Bon. Non, mais vraiment, c'est ridicule. Alors que l'Algérie a été... le mouvement féministe en Algérie a été des plus grands dans le monde arabe. Enfin, c'est vraiment une insulte au combat de nos mères, de nos sœurs, des Algériennes, en fait, déjà. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire féminisme. Je ne vais pas l'expliquer. Les gens n'ont qu'à aller se renseigner, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, voilà. C'est une insulte. Oui, je veux dire, il faut déjà se renseigner. Et puis bon, après, il faut savoir aussi que cette situation des femmes est due beaucoup C'est-à-dire que ce qui se passe pour la condition des femmes, c'est un peu comme Bouteflika. C'est-à-dire que dans la Constitution, l'égalité des sexes y est, dans la Constitution. Mais avec ce code de la famille, il est anticonstitutionnel. Il faut qu'il dégage, en fait. C'est comme quand on disait les forces anticonstitutionnelles avec Saïd, des machins, là, et ça va. Il faut qu'il dégage. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, le 1er novembre, le problème de l'inégalité institutionnalisée, mise dans la loi, c'est comme le code de l'indigénat, c'est très grave. Le 1er novembre a dit que les citoyens algériens étaient égaux. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans égalité. Il n'y a pas de souveraineté du peuple sans égalité. Donc le 1er novembre a dit qu'on était égaux. Et c'était la première victoire. On a mis à terre le code de l'indigénat, on a été souverain. Donc pour moi, c'est comme le code de l'indigénat. Il est vraiment... si on n'arrive pas à comprendre que démocratia, ça veut dire égalité entre les citoyens, l'ensemble des citoyens, il faut soit rentrer à la maison, soit se battre pour la dictature. Donc aujourd'hui, la situation des femmes est une honte. Ce code de la famille est une honte. Voilà. Tout à fait. Expliquer plus que ça, je veux dire, c'est tellement évident. Et puis il y a aussi autre chose. Il y a aussi cette façon, quand il y a des femmes qui parlent. Moi, par exemple, j'étais très étonnée de voir que dans les réunions féministes, il y avait que des femmes. J'ai vu ça même d'un mauvais œil. Je me suis dit, mais pourquoi c'est pas mixte? Quand moi, j'ai commencé à parler avec des femmes artistes, à chaque fois qu'il y avait une présence masculine, ils nous faisaient taire. Même des gars sympas, nos copains, nos amis, tous ces taire. Non, mais c'est pas... Déjà, je pense qu'il faut vraiment apprendre à écouter la victime. Parce qu'il y a, les femmes sont victimes de quelque chose. C'est pas de la victimisation, parce
Il y a pas de... Parce qu'on est on a rien à prouver, on se bat, on fait notre vie, on mérite vraiment une médaille, quoi, pour tout le... C'est pas de la victime, mais oui, les femmes sont victimes, les jeunes femmes sont des victimes. Donc je pense qu'il faut commencer à écouter, en fait. Ouais. Et pas déjà écouter l'expérience, le vécu de ceux qui le vivent. Ouais. Toi, tu ne peux pas le vivre dans ta chair au quotidien, tous les matins, depuis que tu as été ado. Parce que c'est à partir de là que ça commence à être difficile pour les femmes. C'est quand on commence à avoir un peu de poitrine. Ouais. Moi, j'entends trop de gens La fin dire de l'enfant, avoir en fait. une femme à la maison pas mariée, c'est une bombe. Non, mais voilà, on est devenus des bombes, quoi. Alors, ça dépend dans quel sens bombe, mais... Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. Pour conclure, si je vous dis nouveau régime ou nouveau système démocratique, ça rime avec quoi pour vous? Bah, je sais pas, ça rime avec joie et bonheur. On attend que ça. Enfin, on attend. Mais ça rime aussi avec beaucoup de mobilisation et de travail. Et d'écoute entre nous. Tout à fait. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Adila Bendimelad, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir aidé à comprendre des enjeux tous liés au mouvement du 22 février. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, merci pour votre écoute et à bientôt.